En 1944, le ministère des Finances des États-Unis publie une liste des personnes les plus riches du pays. Et en tête chez les femmes, ce n'est pas une héritière d'empire pétrolier, mais une ancienne orpheline sans abri, qui dormait enfant sur de vieux journaux dans le métro de New York. Cette femme gagne 400 000 dollars par an, 5 fois plus que le président Roosevelt. Et le plus fou, selon les lois en temps de guerre, elle n'a pas le droit de toucher une telle somme, mais elle a piraté le système fédéral toute seule et a mis Hollywood à genoux. Les producteurs la détestaient parce qu'elle refusait de redresser ses dents de travers. Les maris la craignaient à mort. Et elle s'est méthodiquement débarrassée de toutes ses faiblesses humaines pour ne plus jamais être une victime. Aujourd'hui, nous allons arracher le masque de la dame de fer d'Hollywood et découvrir comment Barbara Stanwyck a transformé son traumatisme en un empire multimillionnaire. Ce n'est pas une histoire sur comment devenir une star, c'est une histoire sur comment tuer la victime en soi et devenir un prédateur. Acte 1. Le plus grand rôle sans Oscar. Madame Taylor. Pour saisir l'ampleur de la tragédie de Barbara Stanwyck, il faut retirer le vernis de son projet le plus célèbre, son mariage avec Robert Taylor. Dans l'histoire d'Hollywood, ils sont la paire en or, l'exemple de la fidélité conjugale et de l'harmonie. Mais en analysant cette union à travers le prisme de la psychologie et des lois impitoyables du cinéma des années 30, on ne découvre pas une histoire d'amour, mais une chronique d'une transaction complexe, fondée sur la peur, le contrôle et la solitude. C'était la plus grande performance de Stanwyck, jouée sans relâche pendant 12 ans, sans jamais quitter son rôle une seule seconde. En 1939, le studio MGM est en crise. Leur principal atout, Robert Taylor, est menacé. Taylor est une idole. Son visage parfait orne les boîtes de bonbons. Les femmes en sont folles. Mais dans l'industrie, la vérité est connue. Derrière l'image de macho se cache un homme doux, peu sûr de lui, qui, selon des rumeurs persistantes, préfère la compagnie des hommes. À l'époque du code Hayes, où toute immoralité supposée pouvait ruiner une carrière, Taylor est vulnérable. Louis Mayer, le tyrannique chef du studio, comprend que leur Golden Boy a besoin d'une couverture, une femme qui lui fournirait un alibi. C'est là que Barbara Stanwyck entre en scène. Pourquoi elle, déjà une star accomplie avec une poigne de fer, accepte-t-elle ce spectacle? La réponse se trouve dans son passé. Après avoir survécu à la violence et à l'oubli de son premier mari, Frank Fay, Stanwyck craint les hommes agressifs et dominants. Robert Taylor est l'option idéale, docile, infantile et totalement inoffensif. Ce mariage n'est pas de passion, mais de calcul des deux côtés. Il obtient une protection contre les rumeurs, elle acquiert le statut de femme mariée et surtout un contrôle total sur la situation. Stanwyck ne se contente pas de se marier. Elle adopte Taylor. Dans leur manoir à l'abri des regards, une hiérarchie particulière règne. Elle l'appelle Junior ou bébé, lui l'appelle uniquement Reine. Barbara prend les fonctions de productrice, manager et attachée de presse. Elle relit ses scénarios, le pousse à exiger des augmentations de salaire, lui apprend à se tenir devant la caméra pour paraître plus viril. Elle le façonne en star avec le même zèle que Pygmalion sculptant Galatée. Pour une femme élevée dans des orphelinats, ce contrôle total est un substitut à l'amour. Elle pense que si elle devient indispensable à cet homme, si elle résout tous ses problèmes, il ne pourra jamais la quitter. Elle achète sa fidélité avec ses soins et sa force. Les rumeurs de mariage de lavande les poursuivent toujours, mais Stanwyck, telle une tigresse, attaque tout journaliste osant douter de leur bonheur. Elle crée une image parfaite, ranch, chevaux, soirée au coin du feu. Mais les biographes affirment que derrière cette idylle se cache le vide. Taylor, se sentant inférieure à une femme si puissante, commence à chercher du réconfort ailleurs, et pas toujours avec des femmes. Stanwyck sait tout, mais elle, la dame de fer, choisit d'ignorer. Pour elle, maintenir la façade est plus important que le bonheur personnel. Un divorce signifierait admettre l'échec, reconnaître que ses investissements ont échoué. Et Barbara Stanwyck déteste perdre. Le désastre arrive en 50. Le bébé grandit et se rebelle. Fatigué d'être l'appendice de sa grande épouse, fatigué de sa surprotection, Taylor exige sa liberté. Pour Stanwyck, c'est un choc aussi violent qu'une blessure physique. Le système qu'elle a construit brique par brique s'effondre. L'homme qu'elle a créé la rejette. Sa réaction au divorce devient légendaire.
Elle n'organise pas de scène publique. Au lieu de cela, elle exécute peut-être le rituel de purification le plus froid et cruel. Elle rassemble tous les objets rappelant leur vie commune, meubles anciens, tableaux, cadeaux, et les met aux enchères. Elle vend le passé aux enchères, comme pour dire « Si tu pars, je t'efface de ma réalité ». Mais ce n'est qu'une façade de sa défense. Le paradoxe, c'est qu'en effaçant les traces de Taylor de sa maison, elle le canonise dans son âme. Jusqu'à la fin de ses jours, même 30 ans après le divorce, elle l'appelle l'amour de sa vie. Pourquoi? Parce que, pour Barbara Stanwyck, le mythe est plus sûr que la réalité. Admettre que leur mariage était une affaire qui a fait faillite est trop douloureux. Il est plus facile pour elle de jouer le rôle de la grande veuve d'un mari vivant que de reconnaître qu'elle est restée cette petite fille solitaire, Ruby, que personne n'a jamais vraiment voulu protéger. Elle reste fidèle non pas à Robert Taylor, mais à cette image de vie idéale qu'elle s'est inventée et à laquelle elle a désespérément voulu croire. Acte 2. 400 000 $ par an. Comment elle a mis le gouvernement américain à genoux? Pour saisir l'ampleur de la figure de Barbara Stanwyck, il faut délaisser un instant les projecteurs, les tapis rouges et les Oscars, et plonger dans les arides registres comptables de la Seconde Guerre mondiale. C'est là, dans les colonnes de chiffres, que se cache le véritable drame, révélant plus sur le caractère de cette femme que n'importe quel de ses rôles. En 1944, le ministère des Finances des États-Unis a publié son rapport annuel sur les plus hauts revenus des citoyens. Ce document a fait l'effet d'une bombe. En tête de liste parmi toutes les femmes du pays, ce n'était ni une héritière de la dynastie Vanderbilt, ni la veuve d'un magnat de l'acier, ni une propriétaire de puits de pétrole. C'était Barbara Stanwyck. Son revenu déclaré s'élevait à 400 000 $. Pour nous, ce chiffre peut sembler abstrait. Mais remettons-le dans le contexte des années 40. Le salaire annuel moyen d'un ouvrier américain était alors d'environ 2 000 $. Le président Franklin Roosevelt touchait 75 000. Stanwyck gagnait 5 fois plus que le président d'une nation en guerre. Mais la véritable sensation ne résidait pas dans cette somme astronomique, mais dans le fait qu'elle n'était techniquement pas censée gagner autant selon les lois de l'époque. En 1942, après l'entrée en guerre des États-Unis, l'administration Roosevelt a adopté une loi de stabilisation sans précédent pour lutter contre l'inflation. Le gouvernement a pratiquement gelé les salaires à travers le pays. Les employeurs étaient strictement interdits d'augmenter les salaires sans autorisation spéciale de Washington. Pour les patrons des studios hollywoodiens, Louis Mayer, MGM, Jack Warner, Warner Bros., cette loi était une bénédiction. Ils avaient une excuse parfaite pour leur avarice. Les plus grandes stars de l'époque, Clark Gable, Betty Davis, Judy Garland, se présentaient dans les bureaux des producteurs pour demander des augmentations. Mais ceux-ci levaient hypocritement les mains. On aimerait vous couvrir d'or, mais la loi est la loi. L'oncle Sam l'interdit. Les acteurs, liés par des contrats de 7 ans contraignants, se retrouvaient piégés. L'inflation montait, les impôts les étouffaient, et leurs revenus étaient gelés par l'État. Barbara Stanwyck fut la seule à Hollywood à trouver une faille dans cette armure fédérale et à l'exploiter pour pirater le système. Son arme secrète, qu'elle avait forgée pendant des années, était son statut d'agent libre. Dès les années 30, elle avait compris qu'un contrat exclusif avec un studio était une forme d'esclavage bien rémunéré. Le studio décidait de tout pour l'acteur, dans quel film jouer, quoi dire à la presse, et même qui épouser. Stanwyck a renoncé à la stabilité pour la liberté. Elle n'appartenait à aucun studio. Juridiquement, elle n'était pas une salariée avec un salaire fixe, mais une contractante indépendante, une entité commerciale offrant des services. Quand la guerre a éclaté et que la loi de gel des salaires est entrée en vigueur, les avocats de Stanwyck ont brillamment joué cette carte. Ils ont prouvé que ces cachets n'étaient pas des salaires régulés par la loi. C'était la valeur marchande d'un service ponctuel, renégocié pour chaque nouveau projet. Pendant que d'autres stars étaient coincées avec des salaires fixes établis avant la guerre, Stanwyck négociait un nouveau contrat pour chaque film. Elle organisait une véritable vente aux enchères entre les studios Paramount, RKO, Warner Bros. Et Universal. Sa stratégie était agressive et géniale. Elle créait une pénurie artificielle d'elle-même. Les studios détestaient son indépendance, mais ils étaient obligés de payer, car ses films garantissaient des profits. Elle extorquait le maximum aux producteurs. Pour son rôle dans le film culte Assurance sur la mort, elle a touché un cachet qui dépassait le budget de certains films indépendants dans leur intégralité.
Elle a mis en échec la machine étatique de restriction, prouvant qu'un contrat privé surpassait l'égalitarisme fédéral. Mais derrière ce triomphe financier se cachait une sombre réalité, tue par les journaux. Pour gagner ses 400 000 dollars, Barbara Stanwyck travaillait jusqu'à l'épuisement, tournant dans 3 à 4 films par an, sans pause ni vacances. C'était un labeur exténuant. Mais qu'est-ce qui l'a poussée ainsi? La cupidité? Le désir d'acheter des diamants ou un yacht? Non. Stanwyck menait une vie remarquablement modeste. Sa motivation était purement psychologique, enracinée dans le traumatisme profond de l'orphelinat. Dans son système de valeurs, l'argent n'était pas un moyen de plaisir. L'argent était des briques avec lesquelles elle construisait un mur entre elle et l'horreur de la pauvreté. Elle avait une peur panique, irrationnelle, que tout disparaisse demain. Que le téléphone se taise, que sa beauté fane, elle ne s'est jamais considérée comme belle, et que le public trouve une nouvelle idole. À cette époque, l'impôt sur les super-revenus atteignait 90%. L'État prenait la part du lion de ce qu'elle gagnait. Mais même cela ne l'arrêtait pas. Ce qui comptait pour elle, c'était le fait même d'accumuler, de triompher des circonstances. En mettant le gouvernement américain et la machine hollywoodienne à genoux, elle a atteint son objectif principal. Elle s'est acheté le droit de ne dépendre de personne. Dans un monde où les femmes étaient soit des ornements, soit des victimes, elle est devenue un prédateur qui fixe lui-même les règles de la chasse. Mais le prix de cette liberté était élevé. Elle s'est transformée en une machine à gagner de l'argent, incapable de s'arrêter, même lorsque la guerre a pris fin et que la menace de pauvreté a disparu pour toujours. Acte 3. Ruby Stevens, la fille qui dormait sur des journaux. Pour vraiment comprendre d'où vient cette dureté presque métallique dans le regard de Barbara Stanwyck, ce regard qui faisait baisser les yeux des hommes à l'écran, il faut plonger en enfer. Oublier les collines d'Hollywood et se transporter dans les quartiers crasseux, imprégnés de charbon et de désespoir du début du XXe siècle. La légende raconte que l'étoile nommée Barbara Stanwyck a brillé sur Broadway. Mais la réalité, sombre et crue, dit autre chose. Barbara Stanwyck est une armure forgée par une petite fille nommée Ruby Catherine Stevens pour se protéger d'un monde qui voulait la détruire. Le premier enseignement sur l'univers chaotique, cruel et totalement indifférent à la vie humaine, Ruby l'a reçu à seulement 4 ans. C'était en 1911, à Chelsea, dans le Massachusetts. Le scénario de cette tragédie n'a pas été écrit par un dramaturge de génie, mais par le hasard aveugle. Sa mère, Catherine Stevens, rentrait chez elle en tramway. Un choc, un passager ivre perdant l'équilibre, et la jeune femme tombe d'un wagon en marche, directement sous les roues métalliques. La mort fut instantanée. Pour la petite Ruby de 4 ans, ce fut la fin de l'enfance. Elle n'a pas seulement perdu sa mère, elle a perdu la seule protection inconditionnelle qui existe dans la nature. Mais le véritable cauchemar a commencé après les funérailles. Son père, Byron Stevens, s'est révélé être un homme brisé par le chagrin et sa propre faiblesse. Au lieu de devenir un pilier pour ses enfants orphelins, il a choisi la fuite. 2 semaines à peine après les funérailles de sa femme, il a annoncé qu'il partait travailler à la construction du canal de Panama. Il a embrassé les enfants et franchi la porte. Ruby ne l'a jamais revu. Il n'a pas envoyé de lettres, pas transféré d'argent. Il a simplement disparu, rayant sa fille de sa vie comme une ligne ratée dans un brouillon. Ainsi, Ruby Stevens est devenue une orpheline avec un père vivant. Elle est devenue un enfant de l'État, passant de foyer en foyer dans le système de protection. Les 10 années suivantes de sa vie sont un kaléidoscope de maisons étrangères, de familles d'accueil et de chambres froides, où elle vivait par charité ou grâce à une subvention de l'État. Dans ces maisons, on ne la battait pas, mais il se passait quelque chose de pire. On l'ignorait. On lui donnait de la nourriture et un toit, mais jamais de chaleur. Ruby a vite compris la règle principale de la survie. L'attachement, c'est la douleur. Si tu n'aimes personne, on ne peut pas te trahir. Si tu n'attends rien, tu es invulnérable. Elle a appris à être invisible, pratique et, surtout, totalement autonome. À l'adolescence, elle a compris que l'éducation était un privilège des riches. L'école ne pouvait pas la nourrir. À 13 ans, elle a quitté l'école, falsifié des documents pour se vieillir et a commencé à travailler. Et c'est là que nous arrivons à cette image qui est devenue le fondement de sa personnalité, mais que les publicitaires des studios ont si soigneusement cachée. Entre les petits boulots mal payés,
lorsqu'elle se faisait renvoyer du grand magasin où elle emballait des colis ou de la centrale téléphonique, la jeune Ruby se retrouvait littéralement à la rue. L'histoire selon laquelle elle dormait dans le métro n'est pas une belle métaphore, c'est un fait documenté de sa biographie. Imaginez cette scène. La future reine de l'écran, une femme dont la fortune se chiffrera en millions, recroquevillée sur un banc en bois dur dans le métro ou dans l'arrière-boutique d'un vestiaire de théâtre. À la place d'une couverture, elle utilise des piles de vieux journaux. L'odeur de l'encre d'imprimerie, de l'humidité et du poison à rats s'est incrustée à jamais dans son subconscient. C'est là, grelottant de froid sur un tas de papier, qu'elle a passé son contrat principal. Un contrat avec elle-même. Elle a juré de sortir de cette misère à tout prix. Elle a décidé que l'argent était la seule réalité sur laquelle on pouvait compter. Pas l'amour, pas le talent, pas la chance, mais le cash solide qui la protégerait du froid. Contrairement à de nombreuses actrices venues au cinéma pour la gloire, l'expression personnelle ou l'art, Ruby Stevens y est venue, poussée par une peur animale de la faim. Cette peur l'a transformée en soldat parfait de l'industrie. Elle acceptait n'importe quel travail, supportait n'importe quelle condition, apprenait à danser dans des cabarets de troisième ordre où les clients la regardaient comme un morceau de viande. Elle a développé une peau si épaisse sur son âme qu'elle était imperméable aux critiques et aux refus. Quand, des années plus tard, elle deviendra Barbara Stanwyck et jouera des prédatrices cyniques et calculatrices dans des films noirs, les critiques admireront son jeu naturaliste. Ils ne comprenaient pas une chose, elle ne jouait pas. Dans les yeux de ses héroïnes, Phyllis Dietrichson dans Assurance sur la mort ou Martha Ivers, le spectateur voyait ce même froid glacial qu'elle avait absorbé en dormant sur des journaux dans le métro de New York. Ruby Stevens est morte dans ses taudis pour que naisse l'indestructible Barbara Stanwyck, une femme qui ne permettra plus jamais à quiconque de lui faire du mal. Acte 4. Une étoile est née. En réalité, le cauchemar avec Frank Fay. Si vous avez déjà vu Une étoile est née, que ce soit avec Judy Garland, Barbra Streisand ou Lady Gaga, vous connaissez l'histoire. Un mentor vieillissant et désabusé découvre une jeune fille talentueuse, la propulse au sommet de la gloire, puis s'éteint dans l'oubli, incapable de supporter son succès. Hollywood a transformé cette histoire en une belle tragédie romantique. Mais pour Barbara Stanwyck, ce n'était pas un scénario mélodramatique, c'était un film d'horreur sanglant qui a failli lui coûter la vie. Les prototypes de cette histoire étaient bien elle et son premier mari, le roi du vaudeville, Frank Fay. Quand ils se sont rencontrés en 28, la situation était claire. Frank Fay était une divinité de Broadway. Un Irlandais roux, le comique le mieux payé de New York, dont le nom s'affichait en lettres géantes sur les affiches. Barbara, alors encore simplement la talentueuse danseuse Ruby, le regardait avec admiration. En lui, elle voyait tout ce qui lui manquait. Le pouvoir, la confiance, une figure paternelle. Elle, la fille des rues, était tombée amoureuse non pas de l'homme, mais de la sécurité qu'il représentait. Il était son billet pour la haute société. Ils se sont mariés et sont partis conquérir Hollywood. Et c'est là, sur les collines ensoleillées de Californie, que le piège s'est refermé. L'ère du cinéma parlant arrivait. Un bouleversement tectonique qui a broyé les carrières de centaines d'artistes. Frank Fay, roi de la scène, s'est révélé inadapté à l'écran. Son style théâtral, ses grimaces et sa gestuelle exagérée paraissaient ridicules devant la caméra. Les studios ont rompu ses contrats. Mais Barbara Stanwyck, brute, authentique, était faite pour le gros plan. La caméra adorait sa vérité. Sa carrière a décollé à la verticale. Pour Fay, un homme à l'ego pathologiquement gonflé, ce fut plus qu'un coup dur, c'était une insulte personnelle. Il ne pouvait pas pardonner à sa femme, sa création, de l'avoir surpassé. Leur somptueuse demeure de Brentwood est alors devenue une chambre de torture. Fay a commencé à boire. Mais l'alcool ne le rendait ni joyeux ni somnolent. Il le transformait en sadique. Chaque soir devenait une roulette russe. Il la battait méthodiquement et cruellement. Témoins et biographes décrivent des scènes à glacer le sang. Un fait ivre pouvait lui lancer un lourd vase, la gifler devant les domestiques, ou, pire encore, la soumettre à un terrorisme psychologique. Il lui faisait croire qu'elle était sans talent, que son succès était un hasard, qu'elle était laide et inutile sans lui. Le plus effrayant, c'était que la société de l'époque aurait pris parti pour le mari. La violence domestique était considérée comme une affaire de famille.
et une femme gagnant plus qu'un homme était perçue comme une violation des lois de la nature. Stanwyck endurait. Elle payait ses dettes, le sortait des postes de police, cachait ses bleus sous une épaisse couche de maquillage. Pourquoi? Parce que la vieille peur de l'orphelinat était plus forte que la douleur. Elle craignait de se retrouver seule. Elle pensait qu'une mauvaise famille valait mieux que pas de famille du tout. Le point culminant de ce cauchemar est survenu lorsque la violence a franchi toutes les limites. Selon une version, lors d'une énième dispute alcoolisée, Faye, dans un accès de rage, a jeté leur fils adoptif Dion dans la piscine, ou a menacé de le faire, puis s'est jeté sur Barbara. À ce moment-là, quelque chose a basculé en elle. Le mécanisme de survie, endormi depuis les nuits passées dans le métro, s'est remis en marche à pleine puissance. Elle a compris une vérité effrayante. Cet homme ne remplacerait jamais son père. Il était ce passager ivre du tramway qui avait tué sa mère autrefois. Si elle restait, il la détruirait physiquement ou moralement. Le divorce avec Frank Faye en 1935 a marqué la naissance de la Dame de Fer. Une autre femme est sortie de la salle d'audience. Les illusions qu'un homme fort pouvait être un protecteur ont été réduites en cendres. Elle a appris la leçon. L'ego masculin est fragile comme du verre, et quand il se brise, les éclats coupent la femme. Cette expérience avec Faye a défini toute sa vie et sa carrière future. Elle a cessé de chercher la protection. Elle est devenue sa propre protection. Dans ses relations futures, y compris avec Robert Taylor, elle choisissait inconsciemment le rôle de Frank Faye, un partenaire dominant qui garde tout sous contrôle, mais sans violence ni alcool. Elle n'a plus jamais permis à un homme d'avoir sur elle un pouvoir financier ou émotionnel. Quand vous regardez ces héroïnes dans les films des années 30, des femmes avec un sourire cynique qui encaissent les coups et ripostent, sachez-le, ce n'est pas du Stanislavski. C'est Barbara Stanwyck qui chaque nuit rentrait chez elle auprès d'un monstre, jusqu'à ce qu'un jour, elle trouve la force de tuer la victime en elle et de devenir la prédatrice la plus forte dans la jungle hollywoodienne. Acte 5. Révolte contre le glamour. Dans l'âge d'or d'Hollywood des années 30, la fabrique de rêves fonctionnait comme une chaîne de production de clones. Le système des studios ne tolérait aucune individualité physique. Quand une jeune actrice signait un contrat, elle était envoyée au service retouche. On lui changeait la couleur des cheveux, on lui épilait les sourcils, on la faisait maigrir jusqu'à l'évanouissement et ce qui était la norme, on l'envoyait chez le dentiste et le chirurgien esthétique. Marlène Dietrich s'est fait enlever des molaires pour accentuer ses pommettes. Rita Hayworth a subi une procédure d'électrolyse douloureuse pour modifier sa ligne de cheveux. Une actrice n'était pas une personne, mais un mannequin que le studio sculptait selon le standard de la déesse céleste. Quand Barbara Stanwyck a franchi le seuil des grands studios, elle était une violation flagrante de toutes les normes. Elle avait un visage long et irrégulier, des lèvres trop fines, un bassin bas, ce qui rendait sa démarche terre-à-terre plutôt que aérienne, et horreur, des dents de travers avec des espaces visibles. Les producteurs la voyaient comme un produit défectueux. On lui a dit clairement, si tu veux les premiers rôles, tu dois passer sous le bistouri et t'asseoir dans le fauteuil du dentiste. Tu dois devenir belle. La réponse de Barbara Stanwyck a créé un précédent qui a changé l'industrie. Elle a dit non. Ce n'était pas un caprice de diva gâtée, c'était un mouvement froid et calculé d'une stratège géniale. Stanwyck comprenait sa nature mieux que n'importe quel producteur. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec Greta Garbo ou Hedy Lamarr sur le terrain de la beauté parfaite. Si elle avait corrigé ses dents et son nez, elle serait devenue l'une des, juste une autre jolie poupée parmi des centaines d'autres. Mais en conservant son imperfection, elle restait unique. Je suis ce que je suis. Prenez-le ou allez au diable, tel était son message. Elle a intuitivement touché le nerf de l'époque. C'était la Grande Dépression. L'Amérique avait faim, faisait la queue pour une soupe gratuite et perdait espoir. Les spectateurs, en allant au cinéma, étaient fatigués de voir des déesses de porcelaine buvant du champagne en soie. Ces déesses étaient d'un autre monde, inaccessibles et agaçantes. Barbara Stanwyck leur a offert une alternative. Elle était le visage de la foule. Ses dents imparfaites, ses traits de visage marqués, sa voix rauque, enfumée par le tabac bon marché, tout cela criait la réalité. Les femmes dans la salle voyaient en elle leur propre reflet, fatiguées, battues par la vie, mais pas brisées. Les hommes voyaient en elle non pas un idéal inaccessible,
mais une femme à qui il pouvait parler dans un bar, une femme qui comprend ce que c'est de perdre un emploi ou ses derniers sous. Elle a transformé ses défauts en puissants outils de jeu d'acteur. Son sourire imparfait pouvait être désarmant de sincérité, comme celui d'un enfant, et l'instant d'après, devenir un rictus prédateur, plein de sarcasme. Sa voix grave, dépourvue de théâtralité, résonnait comme la voix de la vérité. Dans le film Stella Dallas, elle a joué une femme vulgaire et sans goût de la classe ouvrière qui sacrifie tout pour sa fille. Elle n'a pas eu peur d'apparaître à l'écran ridicule, grosse, en sueur et peu séduisante. Une star glamour n'aurait jamais accepté une telle humiliation. Stanwyck en a fait un triomphe, obtenant une nomination aux Oscars. Son refus de la chirurgie et des facettes était une révolte de la réalité contre le faux. Elle a prouvé que la sensualité n'est pas dans les proportions parfaites du visage, mais dans l'énergie, l'intelligence et le danger. Dans Assurance sur la mort, elle porte une perruque blonde bon marché, qui semble délibérément artificielle, mais son magnétisme animal est si puissant que le héros, et le spectateur, est prêt à la suivre jusqu'à la chaise électrique. Barbara Stanwyck est devenue la première star à vendre non pas son apparence, mais sa personnalité. Elle a forcé Hollywood à jouer selon ses règles. La caméra devait s'adapter à elle et non l'inverse. Et finalement, c'est son visage brut qui est devenu le symbole d'une époque entière. Une époque de femmes fortes qui survivent non pas grâce à leur beauté, mais en dépit de tout. Elle a gardé ses dents et son visage, car c'étaient les seules choses qui lui appartenaient vraiment, et elle n'avait pas l'intention de les céder au patron des studios. Acte 6. Assurance sur la mort. La naissance du mal absolu. En 1944, le cinéma change à jamais. Avant cela, les films avaient des catégories bien définies. Les bonnes filles, victimes, sauveuses, mères, et les mauvaises filles, femmes déchues qui finissaient par se repentir ou mourir. Le mal féminin était toujours caricatural ou justifié par la passion. Mais quand le film noir de Billy Wilder, Assurance sur la mort, sort sur les écrans, les spectateurs voient quelque chose pour lequel leur esprit n'est pas préparé. Ils découvrent Phyllis Dietrichson, incarnée par Barbara Stanwyck. C'est la naissance de l'archétype de la femme fatale dans sa forme la plus pure, la plus distillée. Une femme qui tue non par amour, ni par jalousie, ni même par vengeance. Elle tue pour l'argent et par ennui. Et le plus terrifiant, elle n'a pas de conscience. Quand Billy Wilder propose pour la première fois ce rôle à Stanwyck, la Dame de Fer a peur. Jusqu'alors, elle s'était forgée une image de dure à l'extérieur, mais bonne à l'intérieur. Ces héroïnes pouvaient être dures, pouvaient voler, mais le public savait toujours, elle a un cœur en or, elle est juste victime des circonstances. Chez Phyllis Dietrichson, il n'y a pas de cœur, il y a une calculatrice. « Je ne peux pas jouer ça, Billy, dit Stanwyck. Elle est trop noire, les spectateurs vont me détester. Wilder répond par une phrase entrée dans l'histoire. Tu as raison, mais dis-moi, Barbara, es-tu une souris ou une actrice? Ce défi fonctionne. Stanwyck accepte le rôle, et la façon dont elle l'aborde devient un modèle de maîtrise d'acteur. D'abord, elle et Wilder conçoivent un look qui fait encore débat parmi les cinéphiles. Cette perruque blonde bon marché. Quand les producteurs voient les premiers essais, ils sont horrifiés. Elle a l'air vulgaire. Cette perruque semble fausse, comme achetée dans une boutique de soldes, crie-t-il. Mais c'était là tout le génie du concept. Barbara Stanwyck insiste sur ce look. Elle veut que le spectateur ressente dès le premier plan. Chez cette femme, rien n'est authentique. Ses cheveux sont faux, son sourire est faux, ses mots sont faux. Ce look bon marché souligne la pourriture de l'héroïne, qui essaie de se faire passer pour une dame de la haute société, tout en restant une prédatrice de banlieue. Le jeu de Stanwyck dans Assurance sur la mort est un cours magistral de minimalisme. Elle élimine tous les béquilles d'acteurs habituels. Pas d'hystérie, pas de larmes, pas de gestes dramatiques. Sa Phyllis Dietrichson est calme comme un serpent. Souvenez-vous de la scène de la première rencontre avec le personnage de Fred McMurray. Elle est debout sur l'escalier, enveloppée seulement d'une serviette, et le regarde de haut en bas. Dans ses yeux, pas de passion, juste une évaluation. Elle regarde l'homme non comme un amant, mais comme un charpentier regarde un marteau. Cet outil conviendra-t-il pour fracasser le crâne de mon mari? C'est là que la frontière entre Barbara Stanwyck et son personnage s'efface, et c'est pourquoi ce rôle est si effrayant de vérité. Stanwyck n'a pas besoin d'imaginer ce que c'est que d'utiliser les hommes pour survivre. Toute sa vie,
a été un entraînement pour ce rôle. Phyllis veut tuer son mari pour une assurance de 100 000 dollars. Barbara a épousé Taylor pour le statut et la sécurité. Phyllis manipule un agent d'assurance pour faire le sale boulot à sa place. Barbara manipulait les studios et les agents pour obtenir les meilleurs contrats. Bien sûr, Stanwyck n'était pas une meurtrière, mais elle savait parfaitement ce qu'était le calcul froid. Elle comprenait la psychologie d'une femme qui réalise, dans le monde des hommes, son corps et son esprit sont ses seules armes. Elle a doté Phyllis de sa propre volonté d'acier, de son cynisme forgé dans les foyers de sans-abri du métro. Les spectateurs sont choqués de voir à quel point l'idole de l'Amérique se sent à l'aise dans la peau d'une sociopathe. Dans la scène finale, quand le personnage de McMurray lui tire dessus, le visage de Stanwyck n'exprime aucun remords. Il y a seulement la surprise d'un joueur qui a perdu la partie. « Je ne t'ai jamais aimé, Walter, jusqu'à cet instant, » dit-elle. Et c'est peut-être la seule vérité que prononce son héroïne. Parce qu'elle, comme Stanwyck elle-même, ne pouvait respecter que celui qui se montrait plus fort qu'elle. Assurance sur la mort fait de Barbara Stanwyck l'actrice la mieux payée de 1944, et ce n'est pas par hasard. Hollywood ne la payait pas pour sa beauté. Il la payait parce qu'elle a montré au monde un nouveau type de femme, un prédateur qui ne s'excuse pas pour son appétit. Elle a légalisé l'agression féminine à l'écran. Et bien que dans le film la méchante meure, exigence de la censure, dans la réalité, Barbara Stanwyck a gagné. Elle a prouvé qu'elle pouvait être le mal absolu, tout en captivant le public. Acte 7. La reine du plateau. Pourquoi on l'appelait Mrs. Dans la hiérarchie de l'âge d'or d'Hollywood, il existait un système de caste non officiel mais rigide, rappelant le féodalisme. Au sommet de la pyramide trônaient les dieux, les stars de premier plan. Ils vivaient dans des caravanes séparées, dînaient dans de la porcelaine et considéraient le personnel technique, éclairagiste, maquilleur, opérateur, menuisier, comme du mobilier. Il était normal de faire attendre une équipe de 100 personnes pendant 4 heures, le temps que la diva se plaigne de la mauvaise teinte de rouge à lèvres. Marilyn Monroe pouvait interrompre un tournage à cause de la dépression. Judy Garland à cause des pilules. Barbara Stanwyck était la seule habitante de l'Olympe à descendre sur Terre et à mener le prolétariat. Dans l'industrie, elle avait hérité du surnom Missy, une appellation affectueuse, familière, qu'on utilise pour une grande sœur adorée ou une maîtresse de maison respectée. Mais ce surnom allait bien au-delà de la simple amabilité. Barbara Stanwyck est devenue une légende parmi les travailleurs de la scène, les cols bleus de l'industrie cinématographique. Non pas parce qu'elle leur souriait, mais parce qu'elle était l'une des leurs. Chaque matin, en entrant dans le studio, elle accomplissait un rituel qui choquait les jeunes réalisateurs. Elle saluait chaque membre de l'équipe par son prénom. Ce n'était pas une politesse de façade comme celle d'un politicien en campagne. Elle savait que le chef éclairagiste avait eu une fille la semaine dernière et demandait « Comment va la petite Suzy ?» Elle savait que la femme de l'assistant opérateur était malade et pouvait discrètement glisser dans sa poche une enveloppe avec de l'argent pour les médecins, menaçant « Si tu le dis à quelqu'un, je te tue ». Son professionnalisme était une forme d'empathie. Stanwyck était célèbre pour connaître le scénario par cœur, pas seulement ses répliques, mais aussi celles de tous ses partenaires. Elle était l'actrice d'une seule prise, One Take Stanwyck. Pourquoi? Pas seulement pour économiser la pellicule. Elle comprenait parfaitement la physique du tournage. Elle savait que l'éclairagiste tenait un projecteur lourd à bout de bras sous le plafond, et que chaque minute supplémentaire de ses caprices ou erreurs était une douleur infernale pour ses muscles. Elle savait que les figurants étaient payés à l'heure, et que si le tournage s'éternisait, il manquerait le dernier bus pour rentrer chez eux. Pour Ruby Stevens, la fille qui emballait des colis dans le sous-sol d'un grand magasin, ces gens étaient les siens. Et les producteurs en costumes coûteux, fumant des cigares dans leur bureau, étaient les autres. Il existe une anecdote célèbre qui illustre parfaitement son statut de reine des travailleurs. Lors du tournage d'un western, un réalisateur renommé s'est mis à hurler sur une jeune fille, une assistante chargée des détails dans le cadre, pour une petite erreur. Il l'humiliait devant toute l'équipe, la réduisant aux larmes. Les stars ignorent généralement ces scènes, ce sont des affaires de domestiques. Barbara Stanwyck a arrêté le tournage. Elle s'est approchée du réalisateur, en plein maquillage et costume, et d'une voix glaciale, la même voix que Phyllis Dietrichson, elle a dit « Encore un mot sur ce ton et je quitte le plateau, et tu expliqueras au studio pourquoi nous sommes à l'arrêt pendant que tu flattes ton ego. »
Un silence de mort s'est installé sur le plateau. Le réalisateur s'est excusé. Elle était un syndicat à elle seule. La seule parmi les superstars à défendre ouvertement les droits des cascadeurs. À l'époque, les cascadeurs étaient du matériel consommable, souvent blessés sans aucune compensation. Stanwyck, qui adorait elle-même réaliser des cascades, galoper à cheval, tomber des escaliers, exigeait que les cascadeurs aient une assurance et des conditions décentes. C'est pour cela qu'on l'appelait Mrs. ou Missy, avec l'intonation qu'on utilise pour s'adresser à un monarque. Les éclairagistes ajustaient spécialement la lumière pour elle, pour cacher les rides et mettre en valeur les yeux. C'était leur cadeau, leur façon de dire merci. Les opérateurs choisissaient les meilleurs angles. Si Stanwyck demandait le silence, même les mouches cessaient de bourdonner. C'était une autorité qu'on ne pouvait acheter avec de l'argent ou inscrire dans un contrat. Elle avait créé une atmosphère unique de matriarcat. Les réalisateurs pouvaient penser qu'ils étaient les chefs, mais tout le monde sur le plateau savait. Si un incendie éclatait, nous écouterions non pas ce gars avec une casquette et un porte-voix, mais cette femme aux dents de travers et au regard d'acier. Parce qu'elle ne nous abandonnerait pas, parce qu'elle se souvenait de ce que c'était que d'être un petit rouage dans une énorme machine impitoyable. Et tant qu'elle était là, la machine ne nous écraserait pas. Acte 8. Renaissance télévisuelle, matriarche du Far West. Au milieu des années 60, Hollywood devient un endroit impitoyable pour les actrices qui ont passé le cap des 50 ans. La fabrique de rêves relègue sans pitié les déesses d'hier aux oubliettes. Pour les stars vieillissantes comme Bette Davis ou Joan Crawford, il ne reste qu'une niche humiliante. Le genre horreur gérontologique, comme Qu'est-il arrivé à Baby Jane, où elles doivent jouer des vieilles folles grotesques, effrayant le public par leur déclin. C'est une moquerie publique de leur ancienne grandeur. Barbara Stanwyck, qui a alors 58 ans, regarde ce cirque de monstres et fait ce qu'elle a toujours fait. Elle envoie le système au diable et trace sa propre route. Elle se tourne vers la télévision. À l'époque, pour une star de cinéma de son calibre, passer à la télé est considéré comme un suicide professionnel, un aveu d'échec. Le petit écran est vu comme un ghetto pour les perdants. Mais Stanwyck, avec son flair de prédatrice financière, y voit non pas une rétrogradation, mais un champ de possibilités inexploitées. Elle signe pour le rôle principal dans la série western La Grande Vallée, The Big Valley. Mais avant de signer le contrat, elle pose un ultimatum qui remodèle complètement le scénario. Les producteurs imaginaient son personnage, Victoria Barclay, comme une gentille grand-mère typique, assise sur la véranda, tricotant des chaussettes, attendant le retour de ses fils cow-boys pour leur servir du café. Je ne jouerai pas la vieille dans un fauteuil à bascule, déclare Stanwyck d'un ton glacé. Je ne serai pas celle qui sert juste des biscuits. Je serai la chef du clan. Je prendrai les décisions. Et je monterai à cheval. Ainsi naît Victoria Barclay, un personnage qui devient la réincarnation télévisuelle de Barbara elle-même. C'est une veuve autoritaire, dirigeant d'une main de fer un immense ranch en Californie au XIXe siècle. Elle ne porte pas de bonnet, mais des chapeaux Stetson et des pantalons d'équitation. Elle n'attend pas le salut des hommes, elle sauve elle-même ses fils. Stanwyck légalise en fait à l'écran un nouvel archétype. Une femme forte, sexy, active, d'un certain âge, qui n'a pas perdu le goût de la vie. Mais l'aspect le plus choquant de ce travail est l'obsession physique de Stanwyck. À 60 ans, elle refuse les doublures pour la plupart des scènes d'action. Ce n'est pas un caprice, c'est une démonstration de force. Elle semble dire à toute l'industrie « Regardez-moi, je suis plus solide que vos starlettes de 20 ans ». Il existe un épisode documenté, devenu légendaire parmi les cascadeurs. Selon le scénario d'un épisode, un cheval doit s'emballer et le personnage de Stanwyck doit être traîné au sol, le pied coincé dans l'étrier. Le réalisateur, bien sûr, a préparé un mannequin et un cascadeur homme en perruque. Barbara les écarte silencieusement. « Je vais le faire moi-même », dit-elle. Les producteurs pâlissent d'horreur. La compagnie d'assurance menace d'annuler la police. Mais Madame est inflexible. Elle s'allonge dans la poussière, son pied est attaché à l'étrier, et le cheval part au galop. Une femme de 60 ans est traînée sur plusieurs dizaines de mètres de pierres et de boue. Quand le stop retentit, l'équipe reste figée d'effroi, s'attendant à voir des fractures. Stanwyck se relève, époussette sa veste, ajuste son chapeau et demande « Alors, c'est dans la boîte ? Ou on refait une prise ?» Pourquoi fait-elle cela? Les psychologues diraient que c'est sa façon de lutter contre la peur de la mort et de l'oubli. Mais la vérité est plus simple et plus dure.
Elle est Ruby Stevens, la fille des bas-fonds, habituée à gagner chaque centime. Elle méprise la paresse et la faiblesse. Si on la paie pour jouer une femme du Far West, elle devient une femme du Far West, avec tous les bleus et les égratignures. Sur le plateau de la Grande Vallée, elle devient matriarche, non seulement dans le scénario, mais aussi dans la réalité. Les jeunes acteurs, Lee Majors, Linda Evans, la regardent comme une déesse. Linda Evans se souvient plus tard: j'étais une jolie poupée qui avait peur de la caméra. Barbara m'a pris par la peau du cou et m'a appris à être professionnelle. Elle m'a dit: ne sois jamais en retard, connais ton texte, et ne te plains jamais. Tu n'es pas là pour être belle, tu es là pour travailler. 4 ans de tournage, 112 épisodes. La Grande Vallée fait de Stanwyck une icône pour une nouvelle génération de spectateurs qui n'ont même pas vu ses films en noir et blanc. Elle remporte un Emmy, prouvant que le talent n'a pas de date de péremption. Alors que ses contemporaines s'éteignent dans l'oubli, pleurant leur jeunesse perdue, Barbara Stanwyck galope à travers la steppe californienne, tenant les rênes aussi fermement qu'elle tient sa destinée. Elle a encore une fois vaincu le temps, prouvant que vieillesse est un concept pour les faibles. Pour la Dame de Fer, il n'existe que le prochain jour de tournage. Acte 9. Nuit d'intrusion, le dernier combat. En 1981, Barbara Stanwyck est devenue un monument vivant de sa propre légende. Elle a 74 ans. Elle vit dans un quartier chic de Beverly Hills, dans une maison qui ressemble plus à une forteresse imprenable qu'à un nid douillet. Cette maison incarne sa philosophie de vie: murs hauts, portail solide, alarme. À l'intérieur, le silence règne. Pas de mari, pas d'enfant, pas de fête bruyante. Juste madame, ses verres d'eau, son paquet de cigarettes et la télé. Elle a arrêté depuis longtemps le grand écran, mais le caractère forgé dans les bagarres de rue de Brooklyn et les intrigues des studios ne l'a jamais quitté. Il sommeille, comme un vieux chien de combat. Et dans la nuit du 27 octobre, ce chien est forcé de se réveiller pour un dernier affrontement. Tout se déroule comme dans le scénario d'un thriller bon marché, dans lequel Stanwyck aurait refusé de jouer à cause de la banalité de l'intrigue. Vers 1 heure du matin, un inconnu fait irruption dans sa chambre. Il est entré par la porte-fenêtre coulissante, cette faille dans la défense qui l'a toujours inquiété. Il est important de faire une pause et de se souvenir de l'un des rôles les plus célèbres de Stanwyck, dans le film Sorry, Wrong Number, sorti en 1948. Elle y joue une femme clouée au lit, impuissante, qui découvre par téléphone qu'on prévoit de la tuer, passant 1 heure et demie à l'écran en proie à la panique et à une terreur paralysante, attendant une fin inévitable. Les spectateurs pleuraient face à sa vulnérabilité. Mais cette nuit de 81, le cambrioleur ne rencontre pas une héroïne de cinéma, mais Ruby Stevens. Réveillée par la lumière vive d'une lampe torche dans le visage, la septuagénaire ne crie pas « À l'aide !» Elle ne s'évanouit pas et ne supplie pas pour sa vie en offrant ses bijoux. Sa première réaction est la rage. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il violer les frontières de son territoire? Le criminel s'attendait à trouver une vieille femme paralysée par la peur. À la place, il se heurte à une furie. Stanwyck tente de résister physiquement. Cela semble fou. Une dame âgée contre un jeune voyou, mais c'est un fait. Elle ne compte pas se rendre sans combattre. En réponse à sa résistance, le cambrioleur la frappe avec son arme, ou selon d'autres sources, une lourde lampe torche, à la tête. Le coup est brutal, destiné à l'assommer. Le sang coule sur les draps. Puis il la traîne de force dans un placard et l'y enferme. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été la fin, sinon physique, du moins psychologique. Une psyché brisée, une peur éternelle de l'obscurité, un déménagement dans une maison de retraite sous surveillance constante. Mais ce qui se passe ensuite prouve définitivement que la Dame de Fer n'était pas un masque. Quand le voleur, ayant rassemblé des bijoux d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, s'enfuit, et que Stanwyck parvient à sortir et à appeler la police, les officiers arrivés sur place sont stupéfaits. Ils découvrent une femme à la tête ensanglantée, mais totalement maîtresse d'elle-même. Elle donne son témoignage avec précision, comme un militaire. Sa voix ne tremble pas comme celle d'une victime. Elle a le ton froid d'un procureur. De plus, dans les jours qui suivent, elle refuse catégoriquement toute aide psychologique. Elle refuse de déménager. Elle refuse de changer son mode de vie. Les journalistes tentent de faire de cet événement une sensation sous le titre « Tragédie d'une star ». Mais Stanwyck met fin à ses tentatives d'un regard glacé. « Je me suis juste fait cambrioler.
dit-elle comme si elle parlait du mauvais temps. Ça arrive. Je suis vivante. Allez au diable. Cet incident devient une conclusion sombre, mais logique à sa relation avec le monde extérieur. Cette nuit-là, elle reçoit la confirmation ultime de sa principale théorie de vie, formulée 4 ans après la mort de sa mère. Tu es toujours seul. Aucun mur, aucun million de dollars, aucune célébrité ne te protégera quand la porte s'ouvre dans l'obscurité. En fin de compte, entre toi et l'abîme, il n'y a que ta propre force intérieure. Le voleur a volé ses bijoux, mais il n'a pas pu voler sa dignité. Il voulait la transformer en victime, mais elle a transformé cet épisode en démonstration de son invincibilité. Même avec la tête fracassée, enfermée dans un placard, elle reste maîtresse de la situation, car son esprit ne se laisse pas briser. C'était son dernier combat, et malgré la défaite physique, moralement, elle en est sortie victorieuse. Elle a survécu. Encore. Comme toujours. Acte épilogue. La dernière rébellion de Barbara Stanwyck. Le 20 janvier 1990, à l'hôpital St. John de Santa Monica, un cœur s'arrête. Un moteur fiable qui a tourné pendant plus de 80 ans dans l'histoire d'Hollywood, Barbara Stanwyck s'éteint à 82 ans. La mort est causée par les séquelles d'un emphysème et une insuffisance cardiaque. Et là, dans sa maladie, se cache la dernière ironie sombre de son destin. L'emphysème, c'est la maladie des fumeurs. Barbara commence à fumer à 9 ans, alors qu'elle est encore la petite Ruby Stevens. Elle n'allume pas pour le glamour d'un fume-cigarette comme les divas en soi. Elle fume pour être acceptée dans les arrière-salles crasseuses des usines et des centraux téléphoniques, pour apaiser la faim et se réchauffer dans le métro glacial. Cette habitude, devenue sa compagne éternelle. Sa voix rauque et enfumée était sa carte de visite, vient de cette enfance misérable qu'elle a fui toute sa vie. Le passé l'a finalement rattrapée et lui a pris son dernier souffle. Mais ce n'est pas la manière de son départ qui est la plus révélatrice, c'est ce qui a suivi. À Hollywood, la mort d'une star de cette envergure est toujours un spectacle grandiose. Quand des légendes comme Rudolph Valentino ou Judy Garland meurent, c'est l'hystérie nationale. Des milliers de fans en pleurs, des rues bloquées, des funérailles somptueuses avec de longs discours, des cryptes de marbre couvertes de fleurs. C'est le dernier acte d'un spectacle où le corps de la star devient l'accessoire principal du deuil public. Barbara Stanwyck, fidèle à elle-même jusqu'à la dernière seconde, refuse catégoriquement de participer à cette farce. De son vivant, elle rédige un testament qui choque ses agents et amis. Il contient des instructions strictes, sans appel. Pas de funérailles, pas de cérémonie, pas d'adieu public, pas de tombe. Elle interdit de transformer sa mort en événement mondain. Elle connaît la valeur des larmes hollywoodiennes. Elle sait que des gens qui l'ont haï, envié, ou qui veulent juste se montrer devant les caméras en lunettes noires, viendraient à ses funérailles. Elle méprise la fausseté sous toutes ses formes et refuse de jouer le rôle principal dans la dernière mise en scène de l'hypocrisie. Je ne veux pas qu'on me fixe quand je ne peux pas rendre le regard. Tel est le sous-texte de sa décision. Au lieu des cimetières de Forest Lawn ou Hollywood Forever, où reposent ses collègues, elle choisit le vent. Selon sa volonté, son corps est incinéré, ses cendres dispersées depuis un hélicoptère au-dessus de Lone Pine, en Californie. Ce choix de lieu est profondément symbolique. Lone Pine, c'est un désert austère et rocailleux au pied des montagnes de la Sierra Nevada. Ce n'est pas le monde du glamour, des palmiers et des piscines, c'est le monde des westerns. C'est là que furent tournées les scènes extérieures de nombreux films et de la série The Big Valley. C'est une terre où seuls les forts survivent. Terre sèche, soleil brûlant, rochers acérés et vent perçant. Un paysage qui correspond parfaitement au paysage de son âme, beau dans sa vérité austère, imprenable et éternelle. Barbara Stanwyck disparaît, ne laissant derrière elle aucun idole de pierre. Les fans n'ont pas de lieu où déposer des fleurs. Les touristes n'ont pas de pierre tombale pour faire des selfies. Elle s'efface du monde physique aussi proprement qu'elle a effacé de sa vie son ex-mari. Son final, c'est le triomphe absolu de l'indépendance. Elle n'appartient pas à la terre. Elle n'appartient pas à l'administration des cimetières. Elle n'appartient même pas à l'histoire au sens habituel du terme. Elle devient une partie de l'air au-dessus de cette Amérique qu'elle a conquise. Au bout du compte, l'histoire de Barbara Stanwyck n'est pas celle de Cendrillon. Cendrillon a besoin d'une fée et d'un prince. Ruby Stevens n'avait besoin de rien d'autre que de sa volonté. Elle est sortie des taudis où elle dormait sur des journaux, a acheté Hollywood,
a mis le gouvernement à genoux, a survécu à la trahison de l'amour, a gardé la face à la vieillesse, et est parti vers l'éternité selon ses propres termes, sans laisser personne la voir faible, même dans le cercueil. Hollywood vendait des illusions. Barbara Stanwyck était la seule réalité dans cette ville de mensonges. Et quand elle est partie, la réalité a pris fin. Il ne reste que le mythe de la Dame de Fer, trop forte pour être heureuse, trop fière pour le regretter. Barbara Stanwyck est partie invaincue. Elle nous a montré à quoi ressemble la force absolue et distillée. Cet état où personne n'est nécessaire pour se sentir entière. Elle était la seule adulte dans une ville peuplée d'enfants capricieux. Elle a transformé ses cauchemars d'enfance, non pas en crise, mais en fondation bétonnée de son empire. La Dame de Fer a prouvé. Si tu n'attends pas de sauveur, tu deviens ton propre sauveur. Nous avons décortiqué un cas unique de survie. C'est un manuel sur comment convertir la peur de la pauvreté en millions de dollars et les défauts physiques en armes de destruction massive. Stanwyck nous a appris que, dans un monde d'illusions, seul celui qui a le courage de rester effroyablement réel triomphe. Barbara Stanwyck a survécu parce qu'elle a tué l'enfant en elle et est devenue une guerrière d'acier. Mais l'histoire d'Hollywood connaît aussi un exemple inverse. L'exemple d'une idole que le monde entier considère comme le symbole de la virilité, de l'indépendance et de la rébellion. Nous avons l'habitude de voir en James Dean un destructeur de système, un gars en blouson de cuir qui se moque des règles. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est le plus grand mensonge de la pop culture? Regardez la vidéo où je démonte le mythe du rebelle sans cause. Vous verrez que son audace n'était pas une force, mais un appel pathologique à l'attention. Vous découvrirez que derrière l'image du macho se cachait un garçon fragile et abandonné, qui avait une peur bleue du silence. La tragédie de James Dean, un enfant qui n'a jamais appris à vivre sans applaudissements. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos sur de nouveaux héros.